Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui de nouveau avec Sandra. Bonjour Julie. Tu es la présidente de l'association Entraide qui aide, accompagne les familles dont les enfants sont atteints de 10, c'est ça? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on va venir un petit peu parler de l'origine du 10 à travers le temps, comment il s'est construit, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'accord. Donc je vais essayer de vulgariser bien sûr parce que c'est un sujet très complexe, ouais, très technique. Exactement. Donc les 10, ça vient donc le préfixe 10 veut dire dysfonctionnement. Donc dysfonctionnement à quel niveau? Au niveau cérébral, donc c'est les fonctions cognitives qui sont touchées. Depuis l'évolution des neurosciences, en fait, on a découvert que les 10 fonctionnaient différemment plutôt que dysfonctionnaient. Oui, oui. Voilà, donc chaque partie du cerveau a des fonctions spécifiques. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit que les 10, c'est un trouble spécifique. D'accord. Donc chaque partie du cerveau a des domaines spécifiques, donc, qui sont le langage, la concentration, la mémoire, etc. Et en fonction du domaine touché, il y a des neurones, c'est plus complexe que ça, des neurones entre eux qui vont transmettre une information qui va dysfonctionner. Et c'est là où l'enfant qui est 10 va dysfonctionner dans son apprentissage. C'est pour ça qu'on appelle maintenant des troubles spécifiques de l'apprentissage, des apprentissages et du langage. D'accord, très bien. Voilà. Donc ce n'est pas une maladie, donc on n'en guérit pas, c'est durable, mais ça ne veut pas dire que l'enfant 10 n'est pas intelligent, bien au contraire il est intelligent. Exactement. Il va utiliser d'autres potentiels pour pouvoir compenser en fait là où ça dysfonctionne. C'est pour ça que c'est très important pour les enseignants, les professeurs ou les accompagnants de comprendre les troubles 10 afin de les accompagner pour compenser tous ces troubles qui peuvent en fait les défavoriser lors de leurs apprentissages scolaires. Exactement, parce que ça peut être très marquant. En effet, par exemple, pour la dyslexie, la difficulté à lire et à écrire, c'est bien ça? C'est les deux? C'est deux. Parce qu'elle peut être associée avec la dysorthographie, donc difficulté d'écriture. Évidemment. En Italie, il y a très peu de gens dyslexiques et dysorthographiques. Pourquoi? Parce que leur langue, elle est phonétique. Donc si on dit difolie, eh ben, c'est D-I-F-O-L-I. Ce mot, je viens de l'inventer. Mais en français, il pourrait être D-H-I-P-H-E-A-U-L-Y. Clairement, la langue, la culture dans laquelle on baigne peut complexifier et du coup augmenter le nombre de 10 parce qu'il y a un cadre culturel qui est posé et l'enfant doit s'accommoder en fonction du 10 évidemment. Donc c'est aussi une marge à prendre en considération. L'environnement compte beaucoup. Exactement. Dans le trouble et dans l'accompagnement des enfants 10 en fait. L'environnement, l'accompagnement qu'on va donner, le repérage s'il se fait assez tôt ou pas, donc il y a différentes choses qui vont se mettre en place. Il y a une myriade de visages 10 aussi, donc, et des degrés différents. Oui. Donc c'est très complexe, mais je conseille généralement aux parents d'être présents, surtout d'être là en tant que repère, de les accompagner au maximum. Ensuite c'est la tâche bien sûr des enseignants, parce que ce trouble-là, on l'appelle trouble spécifique des apprentissages, donc il va se potentialiser lorsqu'ils vont rentrer à l'école, puisque ça va être spécifique sur la lecture, sur l'écriture, ou bien sûr sur la parole, comme les dysphasiques. Donc c'est à ce moment-là que les enseignants jouent un grand rôle, puisqu'ils devront alerter. Après, c'est un diagnostic pluridisciplinaire avec un médecin, des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotes, c'est assez varié. C'est pour ça que c'est important que les parents, c'est difficile d'entendre que potentiellement son enfant a une difficulté parce que en France c'est assimilé à un handicap puisqu'on fait un dossier MDPH pour avoir des aides, un accompagnement spécifique, mais c'est aux parents aussi d'essayer d'ouvrir justement la parole de l'enseignante et de l'enseignant et de faire les tests nécessaires pour valider ou invalider justement les présomptions que donne le corps enseignant. Je pense que c'est important et je pense que c'est la partie la plus difficile parce qu'il y a beaucoup de parents qu'on va solliciter pour dire là je mets une petite alerte en tant qu'enseignante et au final c'est difficile, notamment avec les orthophonistes où c'est bouché pour prendre rendez-vous, donc les parents
baisse les bras, surtout quand on a 3-4 gosses, ou déjà même 2, ou famille monoparentale, prendre des rendez-vous, attendre dans 6 mois, peut-être relancer l'orthophoniste, ça demande une énergie fondamentale. Exactement. Alors, il y a aussi les psychomotes qu'on peut passer, les graphothérapeutes, les ergots, ce sont quand même des métiers qui ne sont pas remboursés, ou un petit peu par la mutuelle, mais on peut un peu contourner s'il n'y a pas d'orthophonie possible, de passer par d'autres tiers. Mais c'est vrai que le bilan orthophoniste reste quand même un fondamental pour beaucoup de 10. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le 10 ? Oui, lorsque tu disais justement les difficultés à diagnostiquer, il faut savoir qu'un trouble 10 n'est pas un retard d'apprentissage. Et des fois, il y a un peu un amalgame. C'est pas une difficulté scolaire, c'est vraiment une difficulté au niveau des connexions et les connexions, les fonctions cognitives de l'enfant. Un trouble neurodéveloppemental, et donc du coup ça vraiment on doit faire la différence, enfin surtout les enseignants, lorsque l'enfant a un retard, il ne faut pas tout de suite le stigmatiser, dire bah il est 10, il y a toute une panoplie de tests à faire, mais le 10 peut engendrer un retard, parce qu'un 10 qui n'est pas diagnostiqué, pas accompagné, un enfant par exemple qui est dyslexique, s'il n'est pas dépisté, cumule un retard dans la lecture et l'écriture, on est d'accord. Forcément, mais son retard est déjà là, c'est-à-dire il a un retard par rapport à l'attendu qu'on attend de son écriture, de sa lecture. On est dans une norme, par rapport à l'âge. Exactement. Effectivement. Oui, parce que dans une scolarité ouverte, les 10 ne seraient pas dépistés parce qu'on accueillerait que chacun a ses trucs et on les stimulerait en fonction de ce qu'il a besoin, sans étiquette. Bon, on n'est pas dans le pays de oui-oui. Effectivement, souvent, ce que je dis dans les enfants 10, c'est de valoriser ses potentiels, là où il réussit. Par exemple, il peut être fort en mathématiques et avoir un problème de dyslexie, et donc valoriser en fait sa réussite plutôt que ses difficultés. Ou l'oralité, on voit que les enfants compensent quand il y a des difficultés à écrire, raconter tout ça. Ça peut être des enfants très forts en... Et tous les aménagements mis en place pour les 10 sont valables pour les enfants qui ne sont pas 10. Donc autant en profiter pour... Oui, on investit, voilà. Puis on essaie de mobiliser, parce que j'ai oublié aussi de parler des neuropsy qui aident aussi au diagnostic. Donc c'est une somme plus conséquente, il y a un peu plus d'attente pour un bilan, mais pour avoir le bilan, mais c'est quand même, il existe des professionnels pour nous faire avancer. Après, ce n'est pas accessible à tous les porte-monnaies, à toutes les familles, clairement, mais certaines familles pourront en bénéficier, clairement. Il existe des aides aussi. Oui, il faut faire les bonnes démarches, récupérer des fois la facture. Voilà. Et après l'envoyer, quand on constitue le dossier MDPH, joindre tout ce qu'on a payé, et après on reçoit une aide mensuelle qui peut aider justement à rembourser tout ce qui est... Voilà. On peut trouver son compte. C'est pas à perte. Moi j'ai un enfant bien informé, donc ça va, j'ai pas été à perte. Mais c'est vrai qu'il a fallu que j'avance des frais dans l'espoir que la MDPH puisse financer quelque chose. Et en plus, ces gens qui sont fonctionnaires, quand on a un enfant MDPH, complète avec aussi une allocation complémentaire mensuelle, et c'est pas négligeable. Il y a certaines mutuelles aussi qui prennent en charge. Ok, bon voilà, il y a des leviers à soulever, mais en effet c'est pour ça qu'on fait aussi des vidéos sur le sujet, c'est pour qu'on ait tout ça en tête, en tout cas surtout que vous puissiez vous l'avoir en tête. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, Sandra ? Non, je ne crois pas. Il y a tellement de choses à dire, je pense que oui, il y a encore plein de choses à dire. Mais... Bon, on va finaliser là et puis on fera d'autres vidéos bien entendu. D'accord. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Merci à vous. Au revoir.